Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux? Informe-toi sur toutsurlehockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Toutsurlehockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25$ sur ta prochaine facture. eBox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com/TSLH podcast. Dans cet épisode, est-ce qu'on prend Oliver Kapanen ou Christian Dvorak? Ou les deux? Ou Oliver Kapanen et Owen Beck? Ou les deux? Comment on traite ce cas-là chez les Canadiens de Montréal? Parce que Oliver Kapanen, c'est Montréal ou la Suède. On parle également des 2 premiers matchs préparatoires des Canadiens de Montréal et les performances des espoirs dans ces matchs-là. Pour l'épisode complet, incluant la portion du Linka Gretzky et des espoirs repêchage 2025, consultez notre Patreon. Bon épisode! Présentation de toutsurlehockey.com. Quand tu CH, match préparatoire, il y en a, au moment d'enregistrer l'épisode, il y en a eu 2 visionnés, il y en a un en cours. Et ce qu'on me dit, c'est que Jakub Dobeš goal sa tête. Ouais, ça me plaît. Bon. Moi, ça me plaît. J'ai écouté sur mon téléphone, si vous m'avez vu regarder une fois de temps en temps là, c'était pour voir, mais je peux pas faire une analyse. Là, mais oui, j'ai vu quelques arrêts assez sacoches. Pascal, comment, question générale, mais comment tu as trouvé les 2 premiers matchs du CH? Pas de points, pas de but donné pour les Canadiens, 2 victoires. Parlons des espoirs et peut-être même des autres joueurs, mais parlons des espoirs du CH au camp. Comment tu trouves le rendement des jeunes présentement? Ben, très content de plusieurs joueurs. Je pense pas que tout le monde qui s'emballe et qui niaise sont sérieux. La seule affaire qui gosse, c'est ceux qui sont sérieux dans leur « Oh, mais là, c'est juste un camp, il faut se calmer. » Ouais, tout le monde est calme. Calme-toi, OK? Mais j'ai adoré... C'est ça, exactement. Je me sens visé, là. Ça sent la coupe. Non, mais toi, tu le fais pas sérieusement. Il y en a qui se croient vraiment dans leur... Oh, mais il faut se calmer, là, tu sais, on sait que ça marche pré-saison, puis l'autre équipe est mauvaise. On peut-tu, s'il te plaît, parler de la performance du joueur sans se faire traiter de n'importe quoi? Non, mais c'est parce que l'année passée, là, je m'excuse, mais William Trudeau, il était Mathias censé jouer. Norlinder. Ben, c'est ça. Fait que, à un moment donné... Mais c'est... Dans le fond, s'ils avaient eu leur chance, on l'aurait vu qu'ils n'étaient pas prêts, ça aurait été correct. Il n'y a personne qui a dit qu'elle allait être... personne de sensé a dit qu'elle allait être première paire ou au top 4. Là. C'est comme, ils ont vraiment eu un bon camp, on peut-tu les voir là? On l'a pas vu, puis c'est une bonne chose. Mais là, tu sais, Lennartson, il était très bon dans le premier match. Aujourd'hui, je sais pas, je sais qu'il vient de rater en entrée de zone avec Kapanen, ça n'a pas super bien marché. Kapanen était excellent. Dans le fond, toute la saison passée, on a douté. Il y a eu une bonne fin de saison, des excellentes séries en Liga.
une bonne pré-saison en Suède cette année. Tu sais, pas, lui, ça fait 4-5 matchs qu'il joue, là. Faut pas l'oublier, là. Il est plus en game shape que n'importe qui d'autre dans l'équipe, là. Puis il a été très bon dans le premier match. Dans ses angles d'attaque, bon patin, son tir, la façon qu'il créait de l'offensive un petit peu, tu sais, c'est très efficace. Fait que c'était très encourageant sur ce jeune-là, mais il ne faut pas oublier non plus notre évaluation que son potentiel, c'est 4e trio ou 3e trio, un peu comme Owen Beck, tu sais, où on était très emballé sur Owen Beck à son repêchage, mais là, on le voit de par son stage junior que, oups, 3e trio, ça serait vraiment positif pour lui. Ça risque plus d'être 4. Mais c'est parfait. C'est pas grave. C'est du cheap labor. Tu les as repêchés. Puis ils sont peut-être prêts en ce moment à jouer un rôle vraiment diminutif dans la formation. Mais il y a tellement de body, il y a tellement de joueurs vétérans à haut salaire que ils vont probablement pas jouer là. Mais de voir leur performance, c'est très emballant là, pour leur futur, pour le bottom 6. Mais pour les Hudson, moi, je l'ai trouvé excellent. Je trouve qu'il a démontré plusieurs choses, mais c'était contre une mauvaise équipe. Aujourd'hui, contre Toronto, ça a probablement été un peu plus difficile. Normal, mais on va voir dans les prochains matchs quand le Canadien va présenter une équipe plus intéressante pour lui, parce qu'aujourd'hui, il joue avec Barron. Barron qui n'a pas été mauvais dans son match. Mailloux, c'est parce que je pense qu'en ce moment, il ne veut pas nécessairement créer beaucoup d'offensives. Il veut pas être visible, en fait. Puis c'est une bonne chose. Moi, je n'ai absolument rien dit de négatif sur Mailloux, parce que justement, c'est bien qu'on le voit pas tant que ça. je trouve personnellement que c'est bien qu'on le voit pas tant que ça. Fait que, tu sais, globalement, les 2 premiers matchs, très positifs. Pas de but donné, mais tu sais, les équipes comptent, c'était pas top, là. Mais c'est ça, ça demeure des jeunes. Puis les vétérans, tu sais, Laine est excellent avec Doc puis avec Newhook. Puis on espère que ça va demeurer comme ça. Suzuki, Slavkovski, puis Caulfield, c'est un match pré-saison. On s'en fout un petit peu. Mais l'analyse globale des joueurs, c'est positif. Parce que c'est un camp. Et là, la soir, je pense qu'il va y avoir une petite épuration. Puis c'est le temps. Parce qu'il y avait 59 joueurs. C'est le temps qu'il y ait des coupures. Parce que tu sais, des gars comme Florian Jacquet, écoute, il était dégueulasse. Peu importe ce que le monde dise, son futur, bien correct. Là, il y a un rôle dans le hockey professionnel. Ça va être à Laval ou à Montréal, peu importe. Mais dans son match, il a été dégueulasse. Il était tout le temps en retard. Il n'a pas créé rien. Il n'utilisait pas son tir. Il n'a pas été physique parce qu'il était tout le temps en retard. On se pose la question Laval ou OHL. Je vais commencer à pencher vers l'OHL, moi, là. Sérieusement, là, parce que Laval, ça va être difficile pour lui, là. Mais si c'est Laval, ce sera Laval, là, mais je pense pas qu'il n'est pas en avance sur Toc. C'est parce que vraiment pas, là. Toc, honnêtement, il m'a surpris. Comme Strubble. Même affaire que Strubble. Tu sais, il avait la rapidité pour jouer son style de jeu rugueux. Puis, on l'a vu donner des mises en échec et tout. Puis, tu sais, Florian Jacquet veut pas être méchant envers cet espoir-là, mais si tu le gardes à Laval cette saison, c'est parce que tu veux en faire un goon. Oui. Puis si tu l'envoies dans OHL, c'est parce que tu penses qu'il y a le potentiel de développer quelque chose offensivement. Parce que tu le vois dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale, moi, je trouve pas qu'il suit. Fait que, à un moment donné, si tu le gardes dans la Ligue américaine cette année, c'est parce que tu le veux sur une 4e ligne, puis il va jeter les gants. C'est juste ça. En quoi c'est nécessaire? C'est ça. En quoi c'est nécessaire? C'est comme garder Rainbacker. Mettons que Rainbacker, j'ai pas vu, là, ça n'a pas été si facile que ça dans le 2e match. À soir, j'ai vu des critiques en première période. Mais en quoi c'est nécessaire de le garder en haut, mettons? Comparativement à la laisser en bas? Aucunement. Il n'y a rien qui presse. Absolument rien qui presse. Fait que tu le laisses en bas. Mailloux, même affaire. Il peut aller en bas. Il n'y a rien qui presse à le mettre en haut. Il n'y a pas tant de place. Il y a d'autres joueurs qui méritent peut-être un peu plus. Laisse-le en bas. Et ça change pas grand-chose à long terme. Florian Jacquet, de le laisser à Laval, ça change sacrément des choses dans son développement. Parce que lui, il se met de la pression. Je suis sûr et certain qu'il se met énormément de pression à cause de son nom de famille puis de son frère. Il n'y a pas d'affaire dans le hockey professionnel pour l'instant. Il faut qu'il se développe comme son frère au même âge. Il faut absolument qu'il développe son patin. C'est dans le hockey junior, à mon avis, que ça va se faire.
Est-ce que ça a changé Est-ce qu'un match a changé mon évaluation? Un match a confirmé plus que il n'y a pas tant sa place dans le hockey professionnel en ce moment. Même si c'est pas tant du hockey professionnel. Je saute complètement du coq à l'âne parce que j'ai rien à rajouter sur Florian Jacquet. À mon avis, c'est un espoir C et D là, de l'organisation. Je sais même pas pourquoi c'est correct, C'est le nom. on en parle, mais c'est ça. On en parle juste parce que c'est le nom. Là. Parce que honnêtement, on pourrait pas mal plus parler de Jared Davidson, à mon avis. Là. Ou de Tyler Thorpe. Ou de De Tyler Thorpe. Ben Merrill. Ou C'est bien ça. c'est ça. Fait Evan que, Sire. je saute du coq à l'âne parce que j'ai ouvert mon compte Twitter en même temps que tu parlais. Je suis capable de faire deux affaires en même temps. Là. Je t'écoute et je regarde en même temps. Ouais, c'est ça que ta blonde a dit. Ah ouais. Ma blonde a dit que je fais trois affaires en même temps. Fait que c'est Il rate limite les TDA. trois, mais il est fait. Ouais, c'est ça. Denis Gauthier à l'antichambre. J'adore sa quote. Un négligé dans la course avec une photo de Dobush qui fait un arrêt et la photo de Jacob Fowler. Je suis content que Jakub Dobush ait joué de cette façon-là ce soir contre les Maple Leafs. Parce qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir les Faut yeux. respecter. C'est pas une course à une personne pour Jacob Fowler. Jakub Dobush a beaucoup d'arguments pour être un gardien de but à Montréal un jour. Puis là, soudainement, dans un match pré-saison, on se rouvre les yeux un peu. Mais je veux pas dire qu'on s'emballe non plus sur lui, là, mais c'est juste qu'il y a eu une très belle progression l'année passée à Laval, autant au niveau de sa constance, au niveau de sa technique, au niveau de son mental. Puis j'ai trouvé, là j'ai pas regardé le match contre Toronto, mais j'ai regardé sa présence devant le filet c'était au premier match, je crois. Il me semble que c'était au premier match. Puis j'ai trouvé très square. J'ai revu le Dobush que je voyais à la fin de la NCA, puis à la fin de la saison passée. Pas le Dobush qui se garoche partout puis qui est perdu un peu dans son filet. Fait que j'ai quand même de très bons espoirs cette année que Dobush connaisse une bonne saison à Laval, puis je base pas ça sur ses performances du pré-saison. C'est juste une analyse en fonction de comment il s'est présenté devant son filet au niveau technique. Dobush, pas compliqué. Quand il commence à sauter partout puis à être éparpillé dans sa technique, c'est plus difficile. Quand il est square, quand il est plus compact, mais quand il est plus centré dans son positionnement et tout, c'est là qu'il est à son meilleur. C'est ce qu'on a vu l'année passée, puis c'est ce qu'on a vu à la fin de la NCA, puis c'est ce qu'on voit présentement dans le pré-saison, fait que ça augure quand même bien pour lui. Ouais, mais tu sais, Fowler Dobush, moi je trouve que c'est un monstre à deux têtes. T'sais, le hockey, ça joue à deux gardiens à cette heure. Ben, quatre gardiens, dans le fond, à deux gardiens dans ton filet sur une saison. Puis je pense qu'on a deux candidats assez intéressants chez les Canadiens de Montréal. Et je me rappelle plus mon classement des Canadiens à la fin de la saison l'année passée. Mais il me semble qu'ils sont pas mal un à côté de l'autre. Les deux, on les avait un à côté de l'autre, mais moi, je pense que j'avais Dobush encore en haut de Fowler. Mais je suis pas sûr à 100%. Ceux qui veulent le savoir, télécharger, en fait, il faut être membre Patreon pour avoir le guide de luxe. Le guide de luxe, on a... c'est comme le guide du TSLH Espoir, mais on a des sections. On a une section pour les espoirs du CH. C'est accessible via Patreon, moyennant certains forfaits. Fait que, mais oui, on avait tous les deux très proches, puis inversés. Mais tu sais, moi je pense que je pense qu'il n'y a pas tant de courses. Ça va vraiment être une job à deux. Fait que ça va être un couple. Est-ce qu'il y en a un qui va avoir 50-30? Ça va dépendre. Là. Mais je suis juste vraiment content d'avoir ces deux joueurs-là dans l'organisation. exact. Deux combatifs. On a abordé beaucoup d'espoir dans les dernières minutes. Il y a des points plus intéressants encore à aborder et à étayer dans le podcast. Et surtout, autour de l'espoir, Oliver Kapanen. Est-ce que, selon toi, on devrait faire commencer Kapanen à Montréal immédiatement
pour la saison 2024-2025. La même affaire que j'ai dit pour Mayu et pour Jacky à Laval, c'est-à-dire, ça sert pas à grand-chose de le laisser à Montréal. Et est-ce qu'il pourrait y arriver? Je crois que oui. Je crois qu'il pourrait prendre la place de Pezzetta ou de... Pas Gallagher, Anderson, sont trop payés cher. Là. Pezzetta peut être 13, puis c'est bien en masse. Ouais, Il va y avoir des blessures. C'est ça. Puis Pezzetta 13, ben, ça me dérange pas mal moins que Kapanen 13. T'sais. Mais est-ce que Kapanen pourrait jouer dans le show? Probablement que oui, qu'il pourrait s'en sortir, de se tirer d'affaire. Mais ça sert à quoi? Absolument rien. De l'avoir à Montréal. Moi, je vais te le dire à quoi ça sert, Pascal. Je vais te le dire. Je vais te le dire, moi. Moi, Non, mais c'est bon, moi. C'est bon, moi, il est bon. J'ai une ligne de pensée un peu différente dans le cas de Kapanen. Tu sais, souvent, je privilégie d'être patient envers les espoirs. Puis, tu sais, il n'y a rien de grave à aller dans la Ligue américaine. Tu sais, j'ai toujours tenu cette ligne de pensée-là. Pour Kapanen, j'ai l'impression qu'on est dans une situation à Montréal où on a Kapanen et Owen Beck qui sont quand même deux profils similaires. Je pense que Beck a peut-être un plafond offensif supérieur. Mais il n'y a pas le gabarit de Kapanen, par exemple. C'est ça. Fait il y a des avantages et inconvénients des deux profils, mais les profils se ressemblent quand même. Beck va commencer à Laval. Et tant mieux. Pourquoi ne pas garder Kapanen à Montréal et avoir le contrôle sur les deux espoirs en même temps pour jauger un peu? T'sais? Parce que je sais, il y en a qui pensent que Kapanen pourrait être un centre top 6. Je suis pas de ceux-là. Mais tu sais. Ça serait vraiment étonnant qu'il dépasse un troisième trio. Sérieusement, là. Surtout avec Newhook qui est là, à moins qu'on échange au final Newhook puis que l'ouverture se crée puis que Kapanen se développe bien. Là, mais là, il y a beaucoup de si. Là. Mais si on regarde présentement le plafond de potentiel, le plafond peut être dépassé, là, puis on peut se tromper aussi au niveau du plafond, mais le plafond de Kapanen puis le plafond de Beck, moi, je trouve que c'est très similaire. Fait que tu as deux joueurs similaires avec des plafonds similaires. Beck, tu l'envoies à Laval. Kapanen, tu peux le garder à Montréal, puis tu peux l'évaluer en l'ayant avec toi, en ayant le contrôle de cet espoir-là, plutôt que de le retourner en Europe, puis d'avoir un peu moins de contrôle sur lui. Puis là, OK, ouais, il y a une Christie de bonne saison en Suède, mais ça veut dire quoi? On le sait pas comme pas trop. Fait, moi, personnellement, je le garderai à Montréal pour cette raison-là. Parce qu'on se rappelle, là, c'est Montréal ou la Suède. C'est tout. Ce qui est le fun avec lui, c'est qu'à Timra, il va jouer top 6. Il va jouer dans les deux avantages numériques et désavantages numériques. Puis son coach, c'est Olli Jokinen, qui était très rugueux, très, très, très nord-américain comme joueur. Donc, c'est quand même un scénario ou un environnement qui serait positif pour lui. Puis même en Liga, malgré le fait qu'il a été développé en Finlande, dans un des... Bref, dans un pays, dans un programme de hockey en Finlande qu'on n'apprécie pas beaucoup. Malgré ça, son style est parfait, demeure parfait. Il jouait sa game sur une patinoire un peu plus grande, ce qui n'était pas nécessairement tout le temps optimal pour lui. À Timrå, il va tellement avoir du temps de jeu intéressant que je trouve que c'est positif. S'il le garde à Montréal, puis ils en font un petit projet personnel, ben tant mieux. Mais je trouve que ça... Dans le fond, les deux options sont positives. Je serais content d'avoir à Montréal, sérieusement. Je serais content. N'importe quel espoir qui joue sur quatrième trio, 8, 9, 10, 12 minutes, ce qui va, lui, il peut jouer sur des avantages numériques sans problème. Il y a le patin, il y a la connaissance pour ça. Mais je détesterais pas qu'il joue des minutes offensives en Suède cette année pour encore plus développer l'aspect offensif. C'est sûr qu'à Montréal, si il continue bien, parce que je pense pas qu'il va... partir tout de suite. Là. Je pense qu'il va vraiment rester jusqu'à la fin, puis que sur 6 matchs, probablement qu'il va en avoir 4. Ben, on va l'évaluer à fond. Puis si en plus j'ai une blessure dans le bottom 6, il y a des bonnes chances que ce soit lui qui reste. Tu sais, Toc, non. Mettons, on regarde tous les autres attaquants là, qui peuvent rester à Montréal. Là. Il y a Heinemann. Il y a lui. Beck ne commencera pas à Montréal, il n'est pas prêt. Considérant que Roy, son poste, il est acquis, à mon avis. Roy, il est pas mal acquis. Même si c'est pas mon préféré, je trouve pas qu'il était excellent dans son match. Mais
son profil est parfait pour le top 9 à Montréal. Ben, Heinemann, ça se joue en Heinemann puis Kapanen pour un bottom 6 à Montréal, tu sais. Parce qu'ils délongeront pas, je crois, un vétéran qui est payé vraiment cher. Fait qu'à moins d'une blessure, je pense pas que ça va arriver. Ça arrive, tant mieux. Mais je pense qu'il va aller en Suède. Mais est-ce qu'il pourrait jouer? Oui. Je suis sûr qu'il pourrait jouer. À l'heure actuelle, Pascal, Oui. puis présentement, avec ce qu'on connaît d'Oliver Kapanen et avec ce qu'on connaît du joueur que je vais nommer par la suite, est-ce que tu préférerais avoir sur ton troisième, quatrième trio Oliver Kapanen ou Christian Dvorak? Je l'ai dit en même temps que toi. À l'heure actuelle, Dvorak. Pourquoi? Pour qu'il gagne la valeur pour l'échanger dans la saison. C'est vraiment la stricte raison pourquoi je garde ce mot de joueur-là qui dans le fond, prend une place. Dans une équipe en construction, ce gars-là, il vole une place, un jeune. C'est vraiment. Puis ce jeune-là pourrait probablement être Jake Evans qui permettrait à Kapanen d'être à 4. Puis mettons là, tu places Kapanen au centre, puis tu mets Dvorak à l'aile, tu y enlèves des responsabilités pour s'exprimer un peu plus offensivement. Penses-tu que sa valeur elle pourrait augmenter un peu plus de cette façon-là? Peut-être, mais là, ça prend la place de Roy. Ça prend la place d'un Gallagher, d'un Armia ou d'un Anderson. Fait que comment c'est le genre encore trop de bois mort. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est parce que c'est pour ça. C'est pourquoi ça sert à rien. Parce que les Canadiens, ils échangeront pas ces joueurs-là. Il y a juste Dvorak puis Evans qui ont un semblant, pas de valeur, mais que tu peux échanger probablement parce qu'ils ont un salaire correct puis qu'il reste juste une année à leur contrat. Mais t'es bien mieux de les garder pour qu'ils gagnent la valeur puis au trade deadline, c'est là que tu les échanges. Mais oui, je pense que Evans est plus capable de jouer à l'aile que Dvorak. Dvorak, j'ai pas de souvenir qu'il ait joué à l'aile dans sa carrière proche, là, à court terme. Mais s'il est capable, écoute, tant mieux, là. Mais c'est ça. C'est un bon débat qui va jouer sa glace. On va le voir dans les prochains matchs. Puis je vais réécouter le match, là, c'est sûr et certain, dans Canadien Express, là, dans Canadien. Je viens de parler comme Jeff Molson. Pour voir justement Kapanen, comment il a été. Les Knudsen aussi. Je pense que Backer, ça n'a pas été facile. Mais si tu veux qu'on fasse, puis Daubush. Oui, monsieur. Mais Oui, parlons-en monsieur. de Lane. Lane, Oui. le Lane de Train. L'excitation est à son comble en calendrier préparatoire. Avec ce qu'on a au moment d'enregistrer l'épisode, donc le match de Toronto n'a pas été visionné, on le rappelle. Est-ce que Lane Hudson prouve qu'il peut ou qu'il doit commencer à Montréal? Ben, tu sais, dans un match préparé. Jouer contre l'équipe C de Philadelphie, c'est Philadelphie, ouais. Ouais. Mais il y Ça avait prouve pas. ça. C'était moins. L'équipe de Philadelphie était moins pire que l'équipe des Devils. Ah, par les exemple. Devils, c'est dégueulasse, là. C'est vraiment dégueulasse. Mais, tu sais, de jouer contre une équipe comme ça, c'est, mettons, pour être gentil, c'est plus. Ben, ça confirme rien. C'est juste, est-ce que dans tous les matchs qu'il a joué, il a été constant puis amené l'offensive? Tu sais, on sait déjà ce qu'il va amener. Tu sais, il n'y a pas de débat pour moi, il va être dans le national de hockey. Il ne prendra pas la place de Matheson tout de suite. Tu sais, Matheson, il a pas nécessairement une place à perdre sur l'avantage numérique parce qu'il y a, encore une fois, body of work, tout ce qu'il a fait. Mais s'il y a un début de saison médiocre, qui est le... Comment on disait l'année passée? Le Tank Master, le Tank... en tout cas, quand il était là, il faisait tellement des erreurs importantes qui coûtaient des points aux Canadiens que généralement, quand il était là, ça allait super bien. Pour perdre. Oui, il créait des affaires, mais les grosses erreurs qui provoquaient des buts, ça venait souvent de lui. Mais si ça continue cette année puis les points sont pas là, Hudson va être là pour prendre sa place sur le premier PowerPoint. Le PowerPoint. Ben, écoute, il est tard. Le premier. C'est PP. C'est la C'est même le chose. PP, ça. Le premier powerplay. Mais tu sais, oui, ça serait le fun que, tu sais, j'en vois qui critiquent Matheson, puis c'est correct d'avoir une opinion comme ça, de descendre un joueur pour en monter un autre, comme d'habitude. Mais faut pas oublier que c'est un vétéran. Il est important pour la chambre, puis tout. T'sais, Hudson, il faut qu'il fasse ses preuves, puis Saint-Louis, il le sait, ça. Fait qu'il va juste utiliser ses joueurs en fonction de ce qu'ils font. Puis dans un match, il va en faire des minutes sur le powerplay. Il en a fait à soir. Fait que, tu sais, faut se calmer là-dessus, mais à ma tête, c'est clair qu'il est là. C'est clair qu'il est là au début de la saison. Puis qu'ils vont jouer à... Est-ce qu'il va y avoir une rotation? Probablement.
Mais tu sais, c'est ça. Trouble, Baron qui vont se battre. Mayu est en bas avec Rinbacker. C'est legit de dire que Lane Hudson est peut-être meilleur pour bouger la rondelle en avantage numérique. Même pas peut-être. Il est meilleur, je trouve, que Michael Matheson sur la ligne bleue pour bouger la rondelle, pour être créatif, pour rejoindre les coéquipiers. Matheson, moi, je trouve qu'il fait toujours la même affaire. Là. Il est pas... c'est pas un petit cachotier. C'est un bon dans le rush. Il est vraiment bon dans le rush. Mais tu sais, sur le power play, je suis d'accord que Lane Hudson est plus efficace. Oh, oui. Mais quand tu es en gestion de personnel, tu gères une équipe, tu peux pas tasser de même Matheson pour le nouveau venu. Non. Parce que là, Matheson, à un moment donné, Hudson, par manque d'expérience, peut-être ça ne fonctionnera plus. Les équipes vont ajouter de la pression dessus. Puis je suis pas inquiet qu'il va être capable de s'en débarrasser. Là. Hudson, il est talentueux et tout, là, mais reste que ça se peut qu'Hudson, à un moment donné, ça marche plus, puis que tu ailles à te tourner vers Matheson. Mais là, tu as tassé ton vétéran en début de saison pour faire place à la recrue. Ça l'a fait chier, le vétéran. Puis c'est tout à fait normal, c'est des êtres humains. Fait que, au niveau de la gestion du personnel, je suis pas sûr que c'est une stratégie efficace de tasser Mike Surtout que Matheson est important dans la chambre. Fait que si tu le fais chier direct en startant, ça fera pas juste chier lui. Ça va chier d'autres, puis là, blablabla, les cours d'école, elle se parle dans le dos. Puis on se cachera pas. Oui, c'est une business, mais c'est pas tant. Ben, on se cachera pas non plus que Matheson, ça se peut que tu veuilles l'échanger aussi. Ben oui. Fait qu'il faut que tu calcules son apport sur la patinoire, l'utilisation que tu en fais aussi pour maximiser encore sa valeur. Ça se peut que tu veuilles l'échanger, ça se peut que non aussi. Mais si tu veux pas l'échanger, faut aussi que tu gages l'utilisation, le nanan que tu lui donnes. Si tu le mets de côté comme une vieille chaussette parce que tu t'as acheté une nouvelle paire de bas, ben la vieille paire de bas va être fâchée un peu. Là. C'est totalement normal. C'est de la gestion de personnel. T'sais. Non, exact. Puis là, des défenseurs offensifs, ils commencent à en avoir dans l'organigramme. L'année prochaine, Mayu, Renbacker, qui, offensivement parlant, il est quand même capable, qui va juste se développer à ce niveau-là. L'année prochaine, le power play, t'as Mayu, t'as Hudson, t'as Engstrom éventuellement. Ça commence à faire du monde là, qui peut jouer sur power play. Fait que c'est mieux, là. C'est tant mieux. Là. Mais Matheson, c'est ça, tranquillement, pas vite, va devenir un peu remplaçable. Puis ben, il est probablement déjà, en fait, mais je pense que tu peux pas l'échanger maintenant. C'est pas mal plus tard dans la saison. Tout comme Savard, mais je pense pas que Savard va être échangé. Il est trop bon pour l'organisation, pour la chambre, pour la culture, puis parce qu'il veut. Mais ça dépend de ce que tu peux avoir en échange. Là, tu vas offrir en première ronde. Fait comme. Est-ce que. Ouais. Ça demeure intéressant. Mais c'est ça. Ça va être une année vraiment intéressante, justement, pour la valeur des joueurs. T'es Dvorak, Evans, Armia, Matheson, Savard aussi, qui sont des monnaies d'échange potentielles. Mais de m'amener, tu sais, si tu veux tourner le coin, il faut quand même que tu aies du monde pour jouer, qui sont vétérans. Fait que ça va quand même être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis, ben, il y a quand même des joueurs autonomes l'année prochaine, l'autre année d'après. Kaprizov, j'ai vu un petit texte de rumeur que tu as fait. Kaprizov dans 2 ans. Ouais. C'est quand même intéressant avec Demidov. Chicago va être très agressif dans ce dossier-là. Non, c'est clair. Mais il y a beaucoup d'équipes qui vont l'être. Là. Oh. Les 32, s'ils cognent à la porte du marché de l'autonomie, les 32 équipes vont sauter dessus. Incluant le Wild. Ouais, c'est ça. Encore, oui, exact. On a parlé du powerplay. Les essais en powerplay dans les matchs préparatoires présentement, faut s'en attendre. Puis même au début de la saison, il va y en avoir. Toi, Pascal, qu'est-ce qu'on fait avec Cole Caulfield et Patrick Laine en powerplay? 2 joueurs qui s'illustrent au même endroit sur le powerplay. Ouais, Caulfield était un peu dans le bumper. Ce qui a été correct. Laine, ce qui est étonnant avec Laine, c'est qu'il a tous les outils pour jouer dans le trafic, puis il le fait pas. Il demeure plus sous la ligne rouge, en fait. Il prend des tirs sur réception quasiment en arrière du gardien de but. Ça fonctionne, mais tu sais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir les 2 gars, puis d'avoir l'option pour les fabricants de jeux des Canadiens de Montréal. Laine avec Hudson, ça a cliqué tout de suite. Tout de suite, tu vois 2 gars surdoués
qui se cherchent sur la glace, qui se comprennent direct. C'était vraiment, vraiment le fun à voir. Mais moi, je trouve que Caulfield et Laine ont leur place sur la première vague. Puis on va voir qui se démarque, est-ce que c'est optimal. Puis si éventuellement on trouve que ça marche pas, ben il y en a une deuxième vague. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Mais oui, il y a des essais. Ça va être intéressant de voir tous les essais. T'sais, on sait déjà où Suzuki va être. On sait déjà où Matheson et Hudson vont être sur la première ou sur la deuxième. C'est les restes. Mais je ne veux pas voir de Armia. Puis je ne veux pas voir de Henderson sur la première paire. Sacrement. Ben là, parti de même, Henderson, il était, là, c'est la première paire. Ouais, mais il l'essaye, là, il faut qu'il le relance. Là. Ça Mais fait la partie des il comprend rien. Il comprend rien. Les stop and go, il a fait un, puis juste après, il a tout raté, puis il n'a pas réussi à envoyer la rondelle où qu'il fallait dans le match qui était. J'étais comme, typique Anderson. Armia est mieux que lui. C'est que c'est peu dire, là. C'est très éloquent sur le talent du gars. Présentement, dans le powerplay du Canadien, il y a quelques certitudes. J'écrivais un texte là-dessus récemment sur le site. Une des certitudes, c'est que Nick Suzuki va jouer à la pointe droite. Là. C'est pas mal son spot à lui, je trouve. C'est là qu'il est à son meilleur. Slavkovski à droite aussi, c'est pas mal une certitude qu'il va jouer là, sur le flanc droit, un petit peu bas, se rapprocher du filet et tout. Newhook, Bumper, c'est une certitude aussi. T'sais, rendu là sur quelle ligne ils vont jouer, ça sera à voir. Mais Dak Newhook, Suzuki, sa deuxième. Dak utilise la position à Suzuki normalement. Fait que c'est ça va alterner une paire ou l'autre. D'après moi, on va envoyer Dak à la deuxième. Matheson à la pointe aussi. Dans les autres certitudes, Patrick Laine à gauche, t'as pas le choix de le mettre là. J'ai regardé des séquences pour un texte. Un autre texte que j'avais fait sur l'utilisation de Caulfield en powerplay. Puis Patrick Laine, l'année passée, il était utilisé à l'endroit où ce qu'on a mis Dak et Suzuki. Fait qu'à la pointe droite, et c'était dégueulasse. Honnêtement, là, il était pas mobile, sa ligne bleue. Il perdait la rondelle constamment. C'était du moment que la pression arrivait, il était pris de panique. Fait que tu sais, Laine est à son meilleur sur le powerplay quand il n'y a pas à réfléchir. Puis la rondelle arrive, il la dirige au filet. C'est un des meilleurs tirs sur réception, je pense, dans la Ligue nationale. Fait que tu sais, il faut qu'il soit là. Fait que la certitude qu'il soit à gauche, c'est là. Là, Caulfield, l'année passée, il jouait à gauche, mais je trouvais qu'il était quand même mobile pareil. T'sais, il se retrouvait en avant du filet, il permutait du côté droit à l'occasion. Il bougeait quand même. Ce que Laine fait pas tant que ça. Il bouge pas. Laine, c'est les deux pieds dans le ciment, puis ça reste du côté gauche. Caulfield a joué bumper avec l'équipe américaine, ça on le sait tout, là, au championnat mondial junior, puis au championnat mondial aussi, c'était l'utilisation qu'on faisait de Caulfield. Est-ce qu'on va l'utiliser comme bumper ou on va mettre Newhook à la première unité? C'est tough. Saint-Louis a beaucoup de munitions présentement. J'illustrais dans mon texte que le powerplay présentement, c'est un gros casse-tête, mais il y a beaucoup de pièces à mettre en place présentement. C'est le fun. C'est le fun d'avoir un casse-tête comme ça. C'est ça, c'est un luxe, mais tu sais, on en parlait avec Max Vanout dans le podcast, mais la production de Laine versus Caulfield, ça va dépendre du powerplay. Ça va dépendre comment on utilise Caulfield. T'sais, Caulfield bumper, il fera pas 12 buts en powerplay cette année là, à la position de bumper. Là. Je penserais vraiment pas. Là. Fait que ça va être tout ça. Puis tu veux-tu envoyer Caulfield sur une deuxième ligne? T'sais, ça va être à voir. Moi, je pense qu'ils ont les munitions pour alterner avec deux powerplays efficaces et dominants. Fait que, tu sais, ça va être à voir. Il y a plusieurs trous encore. Tu n'auras pas le choix de jumeler un Armia à quelque part là-dedans. Tu n'auras pas le choix de mettre un Josh Roy aussi là-dedans. Il va manquer un joueur sur la deuxième paire, sur la deuxième ligne. Puis c'est pour ça qu'on a comme toute hâte que Demidov arrive. Parce que ça va pas mal se régler l'année prochaine. Là, Il joue demain, justement. Je vais le regarder jouer. J'ai hâte. Fait que non, c'est ça. Il y a beaucoup d'essais en powerplay du côté du Canadien. Puis ça va être ça, je pense, au début de la saison également. Du côté du CH. Là, Caulfield a joué du côté droit là, dans le deuxième match. Là. Et c'était pas yable. Là. C'est pas sa place, là, honnêtement. Là. Mais bon. Ça va être à suivre. Yes.
Alright, gros épisode chargé. Ouais, Quand 2h09, fait quand même. Honnêtement, parce que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, quand l'épisode va sortir, on a tout enregistré d'une shot. Fait que la portion Linka et la portion CH, on l'a tout fait d'une shot. Donc, gros podcast pour les membres Patreon. Fait du bien. On est bien contents. Oui, on était dû pour parler de scouting. Oui. Puis la saison commence tranquillement. Fait que ça sent le hockey un peu partout. On est content que ça reparte. Fait qu'hésitez pas à nous suivre, surtout sur le hockey pour nos textes. J'ai limité mes hebdos. Exact. Il y a les hebdos du repêchage. Fait que suivi des espoirs du repêchage annuel par Pascal. Moi, à partir de mardi, là, on est le 26 septembre. Fait qu'à partir de mardi, mes hebdos du CH vont recommencer. Fait que je vais suivre les espoirs des Canadiens pendant la saison pour vous parler des performances statistiques surtout, mais des petites histoires par-ci, par-là de ce qu'on voit passer. Puis je rajoute des fois du stock du Rocket aussi là-dedans et tout. Fait que ça va être bien le fun à faire. On a vraiment hâte. Fait que merci d'être au rendez-vous comme à l'habitude. Puis nous autres, Pascal, les membres Patreon et les auditeurs qui nous écoutent, ben on va se revoir dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Yes. Hey tout le monde.